So we've all had the amazing opportunity to have heard about, I think we're all stimulated now with all sorts of ideas of what we can do here now. Lots to be thinking about for our discussions tomorrow when we're strategizing. But right now we're going to turn to hearing from a panel that will start to talk about what's happening now in the context of Canada and Quebec. Puis je vais le passer à Hannah Brace, who's the research coordinator at the Oldbury Mission, who will be moderating the panel. Bonjour tout le monde. Donc tout d'abord, ça va être un panel en anglais et en français. Je vais faire mon mieux de faire un peu les deux langues, mais surtout je vais faire les questions dans la langue de préférence de la personne. Et je vais faire des présentations pour les gens en anglais puis en français. Quand c'est une question pour les trois panélistes, ça va être en anglais puis en français. So just quick note, this is a bilingual panel. I'm going to do my best as much as possible to go between the two, but in the spirit of time, when there's a question that is specific to somebody, I'm going to ask it in their language of preference. But when it's a question for the panel more broadly, I'm going to do it in both English and French. So to start off with some bios, forgive me, I'm going to read. Nous avons Cécile Arbeau. Cécile Arbeau est directrice générale de Dans la rue depuis 2013. Afin d'asseoir le rôle de Dans la rue dans la lutte contre l'itinérance, notamment celle des jeunes, Cécile Arbeau est membre du conseil d'administration de l'organisation canadienne, la Coalition vers un chez-soi, Away Home Canada, ainsi que le réseau des centres d'excellence changé de direction, Making the Shift Social Innovation Lab. Enfin, elle appuie le développement de la coalition Jeunes Plus, créée en 2019 à l'initiative avec le soutien de Dans la rue pour prévenir l'itinérance des jeunes au Québec. Et elle co-dirige le groupe de travail jeunesse du collectif québécois pour la prévention de l'itinérance. Marie-André Gourde travaille au ministère de la Santé et des Services sociaux depuis 2008, et elle occupe présentement la fonction de coordinatrice en itinérance. Elle a participé activement à la mise en place de la politique nationale de lutte à l'itinérance du gouvernement du Québec 2014 et des différents plans d'action interministériels qui mettent en œuvre 2009, 2014, 2021 et à l'adoption de nombreuses orientations gouvernementales visant à prévenir et réduire l'itinérance au Québec. Elle a œuvré auparavant au sein d'organismes communautaires jeunesse à Québec. Elle détient une maîtrise en travail social spécialisée sur la question de la collaboration interprofessionnelle. Elle travaille actuellement sur de nombreux dossiers structurants dans la lutte à l'itinérance avec une approche de collaboration avec les partenaires. Finally, though not least, Abe Outshorn. Abe Outshorn is an associate professor and associate director in the School of Nursing at Western University and the Arthur Labatt Family Chair in Nursing Leadership and Health Equity. Having worked as a nurse with people experiencing homelessness in London, Ontario, Dr. Outshorn's research focuses on homelessness, health equity, housing, and mental health. Dr. Outshorn is managing editor of the International Journal on Homelessness and recent recipient of the Gold Roof Award for Housing Research Excellence from CMHC. So we've got an excellent panel today, truly some experts ranging from both the Canadian level, but also here in Quebec. So, thinking about what Pete was saying earlier, we're really bringing together an expertise that can kind of put boots to the ground, I think, thinking concretely about our context. Donc, pour commencer, question pour les trois panélistes. Quel est le rôle de la prévention dans vos services, projets ou recherches? Comment voyez-vous le discours de la prévention de l'itinérance prendre plus d'ampleur dans votre travail? Et j'en profite pour vous donner un peu de temps pour vous vanter un peu de vos projets. So question for the whole panel, what's the current role of prevention in your services, projects, and research? How do you see the discourse of homeless prevention taking more space in your respective work? And this is an opportunity to, kind of talk up the work that you do and show how cool you are. Donc on va commencer, je pense on va commencer peut-être avec Abe. Do you want to go first? Well, thank you. Nice to see everyone. Thanks for having me here from Ontario. So as was mentioned in my bio, I'm a nurse by background. And I worked with people experiencing homelessness. And my dissertation was on the caregiving relationships between healthcare providers and people experiencing homelessness. And I thought that this was the most important thing in the world. That's why I did my dissertation on it.
And I thought this would be a program of research. This was my life's mission, was to make health providers stop being so awful to people experiencing homelessness. I was going to change, and I was going to make everyone more compassionate. Before I was even completed my dissertation, I realized how narrow the scope of that work was. And, maybe we don't have to worry about how we treat people experiencing homelessness if we don't have homelessness. And so that was the start of sort of thinking bigger picture and moving beyond just the kind of caregiving relationship. And I think it also helped me in my soul because I was seeing the story that's already been told about things getting worse. Right? I was working on the ground and I was seeing more and more and more people needing help. And for me, I had to go upstream. I had to be a part of changing that story, or I don't think I was going to last in the sector. And so now, in doing my research, yes, I still look at exits from homelessness. We're doing some stuff that I think is really cool around permanent supportive housing as a vital piece of the solution. But a lot more of my work is looking at these kind of intersected policy pieces. And for me, that's what keeps me motivated in what's a really terrible situation right now. What's a sector, I think, that's just been beaten to hell through not just the pandemic, because in where I am, like 2018 is where things started to really go bad. This is where, when I was the chair of our homeless coalition, we had an annual memorial service for people who died experiencing homelessness in our community. And we would recognize between 10 to 15 people. Now in London, Ontario, a tiny city compared to Montreal, we have over 100 people a year dying, experiencing homelessness. And so that the sector is just hurting. And if all we keep doing is sort of working at the ground level and we don't change the story, and none of the folks working in the sector are going to last. None of us doing research in the sector are going to last. We need to change that story. And the only way we're going to change it is by looking at the bigger policy structure. And so that's where my work is moving these days. Bonjour tout le monde, bien heureuse d'être parmi vous également aujourd'hui. Je vais poursuivre en français pour ménager vos oreilles. Alors, de mon côté, ce que je vous propose, c'est de faire un bref retour en arrière et de revisiter comment, à travers les dernières années, la question de la prévention de l'itinérance a été prise en compte au sein de nos différentes orientations gouvernementales. Vous allez voir, je ne vous le cacherai pas parce que vous allez le constater bien assez vite, on a eu certains défis à travers le temps de bien circonscrire la question de l'itinérance au sein de nos différents documents d'orientation. Alors, je débute le bref historique avec 2008. Donc, 2008, pour moi, au Québec, ça a été une année charnière pour le secteur de l'itinérance. Plusieurs d'entre vous le savent, en 2008, il y a eu une commission parlementaire sur la question de l'itinérance. Je pense que plusieurs d'entre vous y ont possiblement même participé. L'objectif de cette commission-là, c'était de faire le point sur la question de l'itinérance qui était identifiée comme de plus en plus préoccupante au Québec. Et l'idée, c'était d'identifier les meilleures actions à poser pour mieux prévenir et agir sur le phénomène de l'itinérance. Donc, il y a eu à cette occasion-là une vaste consultation. Il y a eu 145 mémoires qui ont été déposées, 104 groupes personnes qui ont été entendus. Et lors de cette commission-là, en conclusion, il y a eu un rapport incluant 33 recommandations qui a été élaboré. Avant de me présenter devant vous, j'étais curieuse de savoir, suivant cette vaste consultation, qu'est-ce que disait ce fameux rapport sur la question de la prévention de l'itinérance? Comment ça a été abordé, cette question-là? Vous me permettrez de vous lire, s'il vous plaît, deux phrases issues de l'introduction de ce rapport qui vient bien positionner justement cette question-là. Ça va comme suit. Les membres de la commission assurent que la portée et le caractère incontournable de la prévention de la lutte contre l'itinérance
font hors de tout doute l'unanimité auprès d'eux. Cependant, le présent rapport s'inscrit davantage en aval de cette lutte, c'est-à-dire dans la sortie de l'itinérance. Donc, suivant cette vaste consultation, on avait des assises importantes, justement, pour arriver avec un premier plan d'action et bien identifier des mesures pour favoriser la sortie. Mais le rapport était beaucoup moins orientant sur la question de la prévention. Ceci dit, on a tout de même, en 2009, publié un premier plan d'action interministériel en itinérance au Québec. Ce plan d'action-là prévoyait différentes mesures de nature préventive, notamment au regard du logement, de la transition des jeunes à l'âge adulte. On avait aussi des mesures qui visaient la prévention des dépendances, des mesures qui touchaient la santé mentale et également des mesures qui visaient la persévérance scolaire chez les jeunes du milieu primaire et secondaire. Je ne vous cacherai pas que suivant la publication de ce premier plan d'action-là, on a essuyé quelques critiques. Il y a eu des bons coups aussi là, qui ont été identifiés, mais disons qu'aujourd'hui, je vais me pencher sur les éléments plus critiques qui ont été soulevés. Ce qui a été reproché à ce premier plan d'action-là, c'est surtout les mesures de nature préventive qui avaient été identifiées. Ce qu'on nous disait, c'est que parmi les mesures, il y en avait plusieurs qui avaient un lien plutôt ténu avec le secteur de l'itinérance. Surtout, je vous dirais, les mesures qui concernaient le volet de l'éducation. On nous disait que ce n'étaient pas nécessairement les mesures les plus structurantes, les plus significatives qu'on avait identifiées pour prévenir l'itinérance au Québec. Donc, riche de ces constats-là, on est parti en 2014 avec un deuxième plan d'action interministériel en itinérance. Ce deuxième plan d'action-là pouvait s'appuyer sur la politique nationale de lutte à l'itinérance qui avait été publiée quelques mois avant. Donc, cette fois-là, ce deuxième plan d'action-là, il a été élaboré en tenant compte du parcours de vie des gens. Donc, on avait identifié des mesures qui visaient les tout jeunes, donc les jeunes enfants. Notamment, on visait à prévenir les mauvais traitements chez les enfants. Puis, on avait des mesures qui concernaient les adolescents, les personnes d'âge adulte et les aînés, évidemment. Encore là, on a essuyé quelques critiques. On nous a mentionné que les mesures qui étaient identifiées étaient éloignées, donc, de l'itinérance comme telle, surtout qu'on partait de chez les tout jeunes. Et l'autre élément aussi qu'on nous disait, c'est qu'il y avait quelques mesures qui étaient dites réchauffées, hein, qu'on retrouvait dans d'autres plans d'action qu'on avait ramenés dans ce plan-là. Notre désir, c'était d'avoir une vision globale, d'ensemble, de mettre de l'avant les mesures qui allaient être significatives pour agir sur la question de l'itinérance, mais ceci dit, ça ne faisait pas l'unanimité. Donc, on est arrivé en 2021 avec le désir de faire mieux, encore cette fois-ci. On était bien sûr appuyé par un comité d'experts, appuyé par certains travaux de recherche aussi, notamment ceux du deuxième portrait sur l'itinérance. Je te salue, Swan, tu as eu un rôle clé pour ces travaux-là notamment. Et je vous dirais que cette fois-là, on a voulu circonscrire davantage les mesures à mettre de l'avant. Donc, dans notre plan d'action qu'on a publié en 2014, qui portait sur la période 2015-2020, on avait 111 actions. Dans le dernier plan, on en a 31. On visait justement à avoir des actions beaucoup plus ciblées et à identifier les moyens financiers aussi nécessaires pour pouvoir assurer leur réalisation. Cette fois-là, pour la question de la prévention, on s'est concentré sur les points de bascule. Les points de bascule dans le parcours de vie des gens qui font qu'ils sont particulièrement à risque imminent de se retrouver en situation d'itinérance. On a notamment visé les jeunes qui se retrouvent dans les centres de réadaptation pour jeunes en difficulté. Donc, on est venu, entre autres, bonifier le programme Qualification Jeunesse. On est venu aussi favoriser l'accès au logement de ces jeunes en annonçant 200 programmes de supplément au loyer. Il y a également des mesures qui ont été mises en place pour éviter la complexification de certaines problématiques, en ajoutant notamment des équipes de liaison en dépendance au sein des urgences hospitalières pour rapidement repérer, évaluer les gens dans des situations de crise et agir plus rapidement. Il y a aussi différentes mesures qui ont été prévues qui visaient, entre autres, j'ai un petit blanc, oui c'est ça, excusez-moi, je te regarde Isabelle, la sortie des établissements carcéraux. Pour nous, on sait que c'est un point de bascule important, donc on avait le souhait d'agir également sur ces éléments-là. Ceci dit, je vous parle des points de bascule, je suis très consciente que c'est en intervenant beaucoup plus largement
sur d'autres facteurs, un filet social plus large, qu'on va parvenir à prévenir et réduire l'itinérance. Ce n'est pas suffisant d'agir sur les points de bascule, ça prend des mesures au niveau du logement, au niveau du revenu, au niveau de l'éducation, et on ne peut pas se concentrer que sur les jeunes qui fréquentent les centres de réadaptation pour jeunes en difficulté. Ce n'est pas par là qu'on doit avoir accès aux services. Donc, je vous exposerai un petit peu plus tard comment, selon ma perspective, je pense qu'on devrait agir pour avoir davantage de leviers dans ce filet social qu'il faut mettre en place. Merci Marie-André. Cécile? Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir à différents titres aujourd'hui. Merci Peter pour ton introduction. Là, tu as dit que oui, comme organisme communautaire, on est confronté à l'itinérance au jour le jour et que ça nous motive pour parler prévention et ça nous motive tellement pour parler prévention. Dans la rue, à des programmes formidables, larges, qui visent la transition, la sortie durable, mais on sait très bien que ça ne suffit pas et on n'est pas les seuls à savoir que ça ne suffit pas. On a d'autres collègues ici dans la salle qui savent que ça ne suffit pas. Alors, dans la rue, d'un côté, c'est doté d'une vision qui est de jouer un rôle moteur en prévention de l'itinérance jeunesse. Donc, jouer un rôle moteur en prévention de l'itinérance jeunesse, ça veut dire sortir, vraiment réfléchir à comment nos services d'urgence peuvent avoir un impact, peuvent avoir aussi un rôle dans la prévention. Alors, on va réfléchir à notre accueil, à l'accueil inconditionnel, comment on peut orienter les jeunes, avoir des références qui sont dans la communauté, élargir notre champ de travail avec d'autres organismes. On réfléchit à la transition, on a des programmes écoles, employabilité, des programmes de logement également. On crée de plus en plus de programmes de logement. Ça, ce sont des actions qu'on peut faire au niveau de dans la rue. Ensuite, en 2018, on s'est dit ça ne suffit pas et on a rameuté quelques collègues qui sont ici dans la salle pour créer une coalition qui s'appelle la Coalition Jeunes Plus et qui a pour objectif de promouvoir la prévention de l'itinérance jeunesse au Québec. On n'est pas tout seul dans ce mouvement-là au Québec, il y en a beaucoup au Canada tout entier. On fait partie de communautés d'apprentissage, communautés de pratique. Il y a la coalition Away Home Canada qui fait ça depuis fin 2015. Il y a aussi Making the Shift Social Innovation Lab ou changer de direction, qui est un gros programme de recherche et mobilisation du savoir sur l'itinérance jeunesse. Pourquoi on parle d'itinérance jeunesse? Tout à l'heure, je t'aurais repris, James, là-dessus. Oui, les jeunes sont il y a un transfert de l'itinérance jeunesse vers l'itinérance adulte. On sait que 50% des personnes en situation d'itinérance au Canada ont été itinérants pour la première fois avant l'âge de 25 ans. Mais il y en a 30% qui ont été itinérants avant l'âge de 18 ans aussi. Donc oui, on sait que c'est ça, mais c'est surtout des jeunes qui vivent de l'itinérance. Et puis ça, c'est une injustice sociale, c'est un vrai problème de développement, d'accompagnement dans la vie adulte. Donc, comme dit une de nos jeunes, qui n'est peut-être pas là ici encore, elle dit, comment elle dit ? Comment on peut promouvoir l'autonomie et l'épanouissement de jeunes citoyens responsables et engagés? C'est ça qu'on vise. Donc, quand on parle itinérance jeunesse, avec Making the Shift, en ce moment, je pense qu'il y a plus de 40 programmes de recherche pour justement tester des solutions d'intervention précoce, de logement d'abord, de Family and Natural Support, Youth Reconnect, tous des programmes qui vont avoir un impact sur la transition, sur l'intervention précoce. Ici, au Québec, on veut aller encore plus loin. On veut aller plus loin dans la prévention systémique, la prévention structurelle. Pas seulement la sortie des... J'en reparlerai cet après-midi, mais pas seulement la sortie des centres jeunesse, mais aussi comment ça se passe en protection de la jeunesse. Et puis, pourquoi pas remonter encore un peu plus en amont? Pourquoi les jeunes se retrouvent dans cette situation-là? En itinérance jeunesse, il n'y a pas juste un point de bascule. Il y a toute une vie qui s'est construite avant. Le timing dont parlait Peter, c'est aussi une question d'âge. On a des jeunes à 12 ans, 13 ans, 16 ans, 18 ans qui vont vivre des choses, qui ont vécu des choses, qui se retrouvent là-dedans. Donc voilà un petit peu le
paysage, mais je peux vous dire qu'il y a des centaines d'organismes au Canada, des dizaines de projets de recherche qui se font là-dessus et des groupes qui travaillent sur le sujet. Ouais, c'est super. C'est en avoir le paysage, ça fait une transition vraiment facile pour la prochaine question, ce qui est pour toi, Cécile. Dans le mouvement, si nous pouvons l'appeler un mouvement canadien-québécois pour la prévention et l'itinérance, on peut facilement reconnaître que les jeunes sont l'une des populations les plus présentes dans cette discussion, puis avec ce paysage, ça se voit facilement. Je crois que dans votre rôle et plus largement celui de Dans la rue, vous avez beaucoup soutenu la mobilisation politique pour donner de la place aux jeunes dans la vision de la prévention au Québec. Pour les populations peut-être moins connues dans ce mouvement, dans les discussions de prévention, qu'est-ce qu'on peut apprendre du mouvement jeunesse et quelles seraient les stratégies pour donner cette visibilité politique à d'autres groupes? Donc, on parle de stratégie, là. C'est une grosse question, mais... Grosse question. Et donc, merci de la question, elle était vraiment intéressante. J'ai mis un peu de temps pour y penser. J'ai sorti 10 points, puis je ne les enlèverai pas, je vais vous les dire les 10. Le premier, c'est de placer le jeune ou la personne au centre. Donc, avec ses besoins, ses désirs, ses forces et son implication dans le cheminement. Donc, vraiment de placer la personne au centre. Le deuxième, qui va avec ça, c'est d'impliquer des jeunes ou des personnes avec savoir expérientiel, dans la recherche de solutions. C'est une évidence, mais c'est les personnes qui connaissent mieux les besoins, même si chaque situation est individuelle, même si chaque parcours de vie a été différent, ce sont les personnes qui connaissent mieux les besoins et surtout la façon d'y remédier. On ne va pas nécessairement penser, comme les jeunes le font, de se dire « Ah, mais oui, il faudrait des pères aidants. Les pères aidants, ça nous aide parce que nous, on est capable d'aller transmettre et parler avec des jeunes qui ont vécu la même expérience que nous. » Donc nous, la participation des jeunes est vraiment super importante. La deuxième, c'est d'inclure des données de recherche, mais aussi des expériences, des recommandations de terrain. Toutes les données de recherche, on va toujours avoir des petites choses qui ne vont pas marcher. La recommandation de terrain, c'est aussi la façon de s'approprier et de mettre en place et d'avoir on a une intuition aussi dans le terrain de ce qui se passe, de ce qui peut être fait. Le troisième, qui est vraiment important, c'est d'axer sur les droits humains, de repartir, ça va avec mettre la personne au centre, mais de revenir tout le temps sur les droits, parce qu'au fond, l'itinérance, c'est un déni de droits, la prévention, c'est de faire respecter ces droits, de les réinstaurer. Un autre point aussi, c'est de prendre en compte l'intersectionnalité. Ça, je pense qu'on est tous conscients là-dessus, mais nous, on a des jeunes autochtones, des jeunes racisés, des jeunes LGBTQ2S+. C'est 30% de la population des jeunes en situation d'itinérance. C'est énorme. Les autochtones au Canada, c'est aussi 30%. C'est beaucoup moins au Québec, c'est beaucoup plus au Manitoba ou dans les provinces de l'Ouest, mais c'est vraiment des intersectionnalités à prendre en compte. Moi, j'ai envie de dire remonter le plus en amont possible. L'itinérance adulte, quand même, 50% des personnes qui sont soit jeunes, qui l'ont été jeunes. Quelque part, on se dit, mais ce n'est pas seulement un point de bascule à un moment donné, ce n'est pas juste une perte de logement. Donc, remonter le plus en amont possible. D'abord, les jeunes nous le disent tout le temps. C'est évident pour certaines populations, c'est évident pour les jeunes de la DPJ, c'est évident pour les jeunes LGBTQ. Quand on réfléchit, à quoi ça sert de faire un programme d'intervention précoce avec des jeunes 2S LGBTQ. Oui, quand on sait qu'en fait, pourquoi ils sont arrivés là, c'est parce qu'ils ont vécu beaucoup de stigmatisation à l'école, beaucoup de discrimination au logement, au travail, beaucoup de difficultés à se construire une vie. Donc, si on peut remonter en amont, c'est vraiment mieux. C'est difficile, mais il faut l'essayer. Même si les effets sont plus ténus, le lien de cause à effet ou de relation est difficile, mais il faut le faire. Donc il faut aborder les questions des systèmes et les questions des politiques, d'aide à la famille, de lutte pour l'inclusion économique, etc. Il faut rallier,
Il faut bâtir un pouvoir d'influence, c'est ce qu'on essaye de faire avec les différentes coalitions. Il faut élargir la conversation, donc l'élargir, on l'a dit déjà, à des acteurs qui sont en dehors du secteur de l'itinérance. Surtout, nous on pense au secteur de l'éducation, on pense bien sûr à la protection de la jeunesse, l'éducation, l'aide aux familles, l'aide à la jeunesse en général, puis le système de justice, etc., le logement, etc. Et il faut travailler ensemble et avoir des approches d'impact collectif. Alors voilà mes 10 recommandations. Bravo! En parlant de l'itinérance chez les jeunes, Marie-André, avant votre rôle au ministère, vous avez travaillé avec des organismes communautaires jeunesse. Ayant travaillé première ligne, vous avez pu observer qu'il existe souvent un écart entre ce qui est vécu sur le terrain et ce qui est développé politiquement comme solution. Comment la réalité du terrain de l'itinérance au Québec et l'expertise des organismes communautaires, comme celles qui sont présentes dans la salle aujourd'hui, sont-elles prises en compte dans votre travail, notamment dans le dernier rapport interministériel? Comment les organismes communautaires peuvent-ils s'assurer d'être mieux entendus par différentes instances politiques? Donc, merci beaucoup pour la question. En fait, je vous avoue bien honnêtement que la question m'a fait sourire quand je l'ai entendue pour la première fois parce que je me suis... il m'arrive, je ne vous cacherai pas, de me demander comment j'interviendrais maintenant que je connais les rouages du ministère, comment j'interviendrais pour mieux me faire entendre auprès des différentes instances si j'étais encore au sein du milieu communautaire aujourd'hui avec la connaissance que j'ai du ministère. Je n'ai pas de réponse miracle pour vous aujourd'hui, j'en suis bien désolée, mais peut-être quelques pistes de réflexion quand même à vous soumettre. Ceci dit, de mon côté, je tiens quand même à préciser d'abord que mon rôle est quand même distinct de celui au niveau politique, puisque la question concerne le volet davantage politique. Pour ma part, mon rôle, c'est davantage d'orienter les décideurs, évidemment, d'élaborer les orientations, d'en arriver à faire un suivi de ces orientations-là pour assurer leur mise en œuvre. Mais je n'ai pas de pouvoir discrétionnaire, je ne suis pas décisionnelle quant aux investissements qui sont faits pour le secteur de l'itinérance. Évidemment, les grandes orientations sont vraiment décidées au niveau politique, de même que les investissements qui sont faits. Maintenant, la question, c'est de savoir comment le milieu communautaire peut réussir à mieux se faire entendre. Avant d'y répondre, j'ai envie de vous dire que, pour ma part, selon ma perspective, le milieu communautaire a réussi au cours des dernières années à se faire entendre et à influencer de façon substantielle les orientations dans le secteur de l'itinérance. Tout à l'heure, j'évoquais la commission parlementaire de 2008. Cette commission parlementaire était réclamée par le milieu communautaire. Le milieu communautaire a déposé de nombreux mémoires et s'est fait entendre lors de cette commission-là et a influencé grandement donc le rapport qui en a découlé. En 2014, on a sorti la première politique nationale de lutte à l'itinérance. Cette politique nous a donné une vision des actions à poser, des actions prioritaires pour le secteur de l'itinérance. Cette politique était réclamée depuis 2006 par le milieu communautaire. Vous me direz que ça a pris un certain temps avant de voir le jour, je vous l'accorde. Elle était réclamée depuis 2006 par le milieu communautaire et le RSQ avait développé une plateforme de revendication très claire. Et cette plateforme a grandement influencé la politique nationale qui a vu le jour par la suite. Le milieu communautaire est également présent sur chacun des comités d'experts qui sont mis en place pour l'élaboration des plans d'action interministériels en itinérance. Ils alimentent nos réflexions sur les enjeux du terrain et nous soutiennent aussi dans l'identification des actions prioritaires à mettre en place. Le milieu communautaire est extrêmement présent et je salue l'implication pour le déploiement du plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026, à bien des égards, par l'offre de services d'hébergement d'urgence, transitoire, les services de FIDICI, les écoles de la rue, les services de proximité, les services Premières Nations Inuit et j'en passe, le milieu communautaire est au rendez-vous, je tiens à le saluer. Maintenant, on tient aussi des rencontres, je tiens à le mettre de l'avant, on tient des rencontres, Boromir est là, avec le RSQ sur une base régulière, aux 3 semaines. C'est des rencontres qu'on a mis en place pendant la COVID et ces rencontres-là ont démontré toute leur pertinence d'être alimentées en continu sur les défis du terrain pour voir comment on peut, avec le plus d'agilité possible, vous savez que ce n'est pas toujours notre force, mais d'intervenir pour justement modifier
selon les besoins, les interventions qui sont effectuées. Donc, maintenant, la question, c'est de voir comment le milieu communautaire peut continuer de se faire entendre et continuer d'influencer les orientations gouvernementales. Je pense que l'idée de mettre en place un regroupement qui se penche spécifiquement sur la question de la prévention est en soi une avenue des plus pertinentes, des plus utiles. Plus il y aura une vision claire au Québec des actions prioritaires à mettre de l'avant pour la prévention de l'itinérance, plus le milieu va être concerté avec cette vision-là qui sera partagée, plus celle-ci risque de trouver écho et d'être porteuse pour des actions auprès des hautes autorités. Je pense évidemment et aussi qu'il est incontournable que le milieu communautaire puisse s'allier à différents acteurs. Le milieu communautaire en itinérance qui s'allie à d'autres grands regroupements, notamment au niveau de la prévention, de la pauvreté, aussi au niveau du logement, pour faire justement front commun ensemble avec des partenaires intersectoriels. Il est important également d'aller chercher l'appui de la population. Plus la population va faire de l'itinérance une priorité, plus elle va revendiquer qu'on en fasse une priorité de société, plus je pense qu'on aura des leviers pour pouvoir agir ensemble. Merci Marie-André. Donc, vous l'avez bien entendu, on parle d'un autre regroupement à part ce qu'on a déjà. So I'm going to switch to English here. Abe, you know, we've talked a lot about sort of these trajectories into homelessness and sort of targeted groups. So I'm going to call on a little bit of your expertise in and out of prevention here. I want to draw on the extensive research you've done with a population I feel is less well represented nationally when it comes to prevention, and that's women. Here at the QHPPC, we've had some terrific work recently be produced on preventing homelessness for this group, with a particular focus on Quebec that my colleagues will be discussing later. That said, speaking to a broader Canadian landscape, I'd like to invite you to speak to some of your experience on both prevention and women's homelessness. Why do you think there's maybe a political reticence when it comes to mobilizing around women's homelessness? I appreciate earlier that you definitely talked a lot about your experience as a nurse and sort of this passion driving it, and if you see it and you see there's a reticence to take it up, like what's your insight on that? Yeah, so first off, I'd like to thank the women and gender diverse people that have brought me into this work as a male ally. It's been a really eye-opening experience for me as well. So I think women's homelessness perfectly illustrates why we need a comprehensive prevention look at homelessness. I hear this thing a lot about like women's homelessness is invisible and women are invisible. And I mean, without assuming gender, I think all the women in this room are visible. I guess I couldn't prove it, but I don't think there are any invisible women in this room. But rather it illustrates sort of this bureaucratic myopia that we get when we think about the issue of homelessness. If you look at counts, like enumerations on homelessness, if you go to the early sort of informal ones in Canada, you get this, 80% male, 20% female. And then they say, oh, well, I guess like women in VAW shelters are also homeless. And so we'll count them in, and so you get this like 70%, 30%. And then our most recent enumeration that looks at a comprehensive definition of homelessness, right? Unsheltered, emergency sheltered, temporarily accommodated, at risk of homelessness. Our most recent statistics are 60% male, 40% female. And so the women were always there, and they were always visible, but they weren't coming into the system in the same way, right? They were often living those experiences outside of that system. And in a way, more and more so recently, we've sort of entrenched this, system-only path of services through things like prioritization and our Housing First programs.
So, you have to be in the shelter for 6 months, and then you're chronic, and then you get to do a vulnerability screening, and if you hit a certain number, then you're supported by the system. And it's that sort of myopia that we've been seeing in ignoring women and their journeys that also, I think, risks us never solving homelessness. So I'm assuming you have municipal plans to end homelessness in Quebec. We do in Ontario. Different cities have their plan, right? You may have a provincial plan. We don't, because our provincial government is trash currently, but we had a provincial plan. We have a national housing strategy. I would conjecture that if my city fully actualized our plan to end homelessness, we wouldn't end homelessness. If we fully actualize the national housing strategy as it's written, we wouldn't end homelessness. Right? These aren't plans to end homelessness. These are bureaucratic, myopic plans to manage homelessness, often driven by who shows up in our system, what can we achieve in 3.5 years before there's another vote, what can we do with the money we already have. That's why I asked you, Pete, about money, because we need more, and I want to figure out how we get that. These aren't plans to prevent and end homelessness, right? They're plans to manage homelessness. And so it was coming into the work that was being done around women's experiences and seeing how much is done outside of sort of this typical path of end up in shelter, stay there for a while, get really ill, hit the priority level, get on a waiting list for housing first, to other work that was being done to connect with women while they were in crisis, to move them from one unsafe location to another location, to work in a way that they aren't ever out of housing so that they're not at risk of having their children apprehended. This was the kind of work that was being done sort of around the margins of what we thought about homelessness. And I think we have a lot to learn from that as we think about prevention as a whole, because so many of those interventions were primary prevention, and they're not measured. Or structural prevention, Pete, Nick, you guys can arm wrestle at lunch. We'll decide which typology we use. But either way, these were preventing homelessness, and it was often invisible, and it was often outside of what we think of as the homeless sector. And so I think if we want to get to the point where our municipal strategies will actually end homelessness, our provincial strategies will exist and end homelessness, and our federal strategy will end homelessness, that we do have to think about those structural components. So we're doing some research right now in Ontario that's been really fun, dare I say, within this sector, use that term. It's fun because we have been envisioning, we've said, okay, take off all the constraints. Take off the time constraints, the money constraints. What would it actually look like? What would the healthcare system have to do differently? What would the justice system have to do differently? What would the national housing strategy have to do differently? Right? How would we restructure this whole thing so that we can prevent homelessness? And so I owe a ton of thanks to the women's sector who've been doing that strategic prevention work for a very, very long time and haven't really been recognized for that work as a way of preventing homelessness. And we just don't count it, right? I'm a nurse by background. Healthcare is like, it's the worst for this, is we just can't count when you prevent something. It doesn't show up in the data because it's been prevented. And so it's so hard to prove, it's so hard to evidence. I've been doing this lit review to see about like what is the evidence. Is there any research, like quasi-experimental even studies on homelessness prevention? No, because it's hard to prove what you prevent, and you can't randomize humans into awful experiences, right? I helped out with the ethics there, Pete, for the ethicists in the room. And so it's so hard to prove it. And so then we get back into this, like, well, if we just make sure the people who need the help the most get on the waiting list to get the help.
And then we're sitting in a situation where it's like, okay, well, yes, Housing First works, and we have amazing evidence, and we have no housing to put people in, and no one to support them when they get there. So, congratulations, we've adopted a Housing First system within my city that has a wait list of like 270 people. Now what, right? Homelessness is getting worse, street homelessness is getting worse. We have to look upstream, and we have to look at prevention. Thanks, Abe. I appreciate that you've kind of pointed to this thing that it certainly came up in the International Journal on Homelessness conference that you hosted a month and a half ago. And Jane Malenfant named it. It's this idea of we need to have imagination with these different systems. We need to bring it up and say, what would it take, and be creative about this. So I encourage all three of you to be creative and use your imagination for the next question. But it will start off with you, but I'm going to read in English and French first. So I recognize I'm speaking to the converted here, but I think it's important to flag that in many jurisdictions in Canada, in the Quebec context, for example, a lot of our attention and resources continue to be focused on emergency supports, and Pete did a really good job of flagging this earlier. While there's still a place for this conversation around what does emergency support look, one of our big tasks at the QHPPC is shifting the political discussion towards prevention approaches to minimize these emergency supports, which are also really expensive, just brass tacks. So based on your respective examples in policy and practice, what are some of the ethical, political, or practical barriers that keep us from shifting the narrative to prevention from emergency? How do we overcome these? So I'll just read it in French very quickly. Je reconnais que je m'adresse ici aux convertis, mais je crois qu'il est important de souligner que dans plusieurs juridictions au Canada, au Québec par exemple, une grande partie de notre attention et de nos ressources continuent d'être mobilisées pour des soutiens d'urgence pour les personnes en situation d'itinérance. Bien que cette conversation ait encore sa place, c'est sûr, l'une de nos grandes tâches au CQPI, c'est d'encourager une discussion politique autour de la prévention de l'itinérance afin de minimiser la nécessité des mesures d'urgence. Donc, selon vos expériences respectives en matière de politique et sur le terrain, quels sont les obstacles éthiques, politiques ou pratiques qui nous empêchent de passer d'une perspective d'urgence à une des préventions, de prévention? Puis comment est-ce qu'on peut surmonter ces obstacles? So we'll start with you, Abe. Sure. So I'll talk about the politics because I'm a tenured professor, so I can say whatever I like about governments. I think the challenge is the primary politic of homelessness is visible street homelessness. That's it. Governments, the perception of government rises and falls on what the average citizen sees on the street. We can't change that. And so you're never going to have success with a government doing anything where the promise of changing that picture is like 4.5 years or longer out, right? And so you can say, this prevention and if we put all this money into folks who are leaving care, then down the line, there will be less street homelessness. That's not going to work. And so we do need to sort of find a way to address their necessity of having the streets look better tomorrow, as well as kind of getting to our sort of more comprehensive work. And so, for example, in my community, we've kind of met them halfway with this plan to create more low barrier spaces for people to be. We're calling them 24/7 resting spaces because the shelter language is sort of out the political window. We're also investing more into deeply affordable housing within home supports. And so that's sort of that meeting them halfway to say, okay, we will help you by having less folks street homeless visibly, if you help us by having more places for them to go permanently to live forever. So I think that's a real challenging politic of it. And especially
at a time when things are getting worse, right? So it was easier to have that conversation about reorienting resources to more sort of out of the middle of that emergency response to the housing and prevention when they are seeing things getting better, right? When things are getting worse, it just narrows them in and, oh my God, like my folks are gonna run me out of City Hall on a hockey stick if we don't change what things look like on the street. So I think that's a difficult politic of it, and I think that's why we still have to address both simultaneously if we want any hope of keeping the government side happy politically. Marie-André? Merci. Je trouve la question très pertinente et particulièrement d'actualité. C'est vrai que c'est un défi. On est dans une société de performance où les résultats à court terme doivent arriver, ils doivent être mesurables. C'est assez difficile de se projeter dans un contexte comme celui-là, dans des solutions qui vont avoir des impacts sur du long cours, avec les défis, effectivement, de démontrer là, les impacts comme tels de ceux qui n'ont pas basculé vers l'itinérance, comme tu l'évoquais. Je pense qu'il est incontournable de considérer aussi le contexte actuel de la COVID, qui est venu accentuer les défis. Vous le savez, là, on le voit dans l'ensemble des régions du Québec, la hausse du phénomène actuellement, la complexification des problématiques. Nécessairement, ça met une pression accrue sur les services d'urgence. Donc, il est inévitable, évidemment, d'arriver avec des moyens concrets, des leviers financiers pour agir sur ces situations d'urgence-là. Et malheureusement, ça se fait bien trop souvent au dépit des mesures préventives qui devraient être mises en place. Donc, pour ma part, j'ai envie quand même de réagir au fait que pour le gouvernement du Québec, on ne reconnaît pas que l'itinérance visible. On a une politique nationale de lutte à l'itinérance qui nous rappelle qu'il faut agir sur l'itinérance cachée, l'itinérance visible dans sa globalité, à partir des 5 axes d'intervention prioritaires que vous connaissez très bien. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que par contre, le plan d'action interministériel actuel que nous avons ne peut pas à lui seul agir sur la prévention de l'itinérance. Nécessairement, il faut s'allier d'autres plans d'action interministériels. Puis tout à l'heure, Cécile, tu disais il faut pas attendre les points de bascule et je suis tout à fait d'accord avec tes propos, notamment au regard des jeunes, il faut agir beaucoup plus tôt. Maintenant, quand on dit qu'il faut élargir nos horizons puis intervenir sur d'autres plans d'action, j'ai envie de vous dire qu'actuellement, notamment, il y a une consultation qui est en cours pour l'élaboration du 4e plan de lutte à la prévention, pas à la prévention, mais le plan de lutte pour la pauvreté et l'exclusion sociale. Cette consultation-là a débuté en avril et se poursuivra jusqu'au mois de juin prochain. Je suis d'avis que le secteur de l'itinérance gagnerait grandement à se faire entendre lors de ces consultations, puisque nécessairement un plan de lutte à la pauvreté peut avoir un impact majeur sur la prévention de l'itinérance. C'est aussi vrai pour d'autres plans d'action. Il y a actuellement un plan d'action en habitation qui est présentement en élaboration. Il y a un plan d'action jeunesse aussi qui est à venir du côté du secrétariat à la jeunesse. Donc, il y a différents plans d'action sur lesquels il est important que le secteur de l'itinérance puisse se faire entendre pour disposer des leviers nécessaires pour le secteur de la prévention. Évidemment, le ministère de la Santé est consulté lors de l'élaboration de ces plans d'action-là. Par contre, je suis aussi d'avis que les milieux communautaires doivent être présents et se faire entendre pour rappeler ce qui se passe concrètement sur le terrain. Les chercheurs doivent appuyer les demandes de résultats probants de ce qui se passe ailleurs aussi, puis s'inspirer de ce qui se déroule dans d'autres juridictions, notamment la Finlande, qui est un bon exemple. Et je pense aussi qu'on a tout à gagner à entendre les personnes qui ont un vécu expérientiel, qui viennent donner tout le sens à nos travaux et à la démarche. Ceci dit, il y a ce que je constate depuis les dernières années, c'est qu'il y a plusieurs acteurs qui ont de la difficulté à saisir leur rôle dans la prévention, dans la sortie de l'itinérance, qui est un défi très grand dans la mobilisation de ces acteurs-là pour nous soutenir dans la lutte à l'itinérance. Vous savez, on a prévu dans le cadre du dernier plan d'action interministériel une mesure qui s'appelle la mesure 14.1 qui vise justement
à venir préciser les rôles et responsabilités, nos attentes à l'égard de chacun des partenaires ministériels au gouvernement du Québec. Ce qu'on souhaite justement, c'est que chacun des partenaires puisse devenir imputable et responsable au regard de la prévention et de la sortie de l'itinérance. Et c'est des travaux qu'on poursuivra au cours des prochains mois activement. Des consultations aussi seront à venir. Et je pense que c'est un élément clé pour mobiliser les partenaires. Il faut que ce soit clair les attentes que nous avons à leur égard. Et je pense que c'est une des clés qu'on veut mettre de l'avant dans les prochains mois. Merci Marie-André. Cécile? Je ne sais pas si j'ai grand-chose à rajouter sur ce que vous avez dit tous les deux. Peut-être une petite anecdote sur les données et puis les résultats. Dans le cadre une petite écriture que je fais pour James, là, je me suis penchée sur la transition des centres jeunesse, puis les différentes mesures qu'il y a à travers le Canada. Alors, il y en a, ça sort à 18 ans, comme au Québec, ça a changé il y a 2 jours, là, enfin, la semaine dernière, mais il y en a, ça va jusqu'à 25, 26 ans. Il y a très très peu d'études pour démontrer l'efficacité, le résultat, bizarrement, alors que ça paraît une évidence quand même d'aider les jeunes qui sortent de la protection de la jeunesse, qui n'ont rien. Mais il y a des études coût-bénéfice qui sont positives. Donc je me dis, quand même, quelque part, élargissons notre regard, élargissons notre vision un petit peu, essayons de remonter, c'est un souhait, un vœu pieux peut-être, mais d'essayer de prendre en compte le long terme. Quand on parle de prévention de l'itinérance jeunesse, ça remonte tellement loin, on a dans la rue des jeunes femmes qui tombent enceintes et qui ont des enfants, et qu'est-ce qu'on fait? On les aide, mais on prévient aussi la reproduction de la protection de la jeunesse, etc., chez elles, pour éviter que leurs enfants vivent la même chose. Donc ça commence là, quand elles ont 16-18 ans et que leurs enfants ont 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc, après, pour agir, on a des bonnes conversations, on commence à avoir des bonnes conversations. Je pense qu'il ne faut pas lâcher, il faut rester là, il faut être présent, il faut apporter des preuves, des idées. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Moi, je pense qu'on est sur la bonne voie, mais c'est lent. Ah, mais c'est parfait, Cécile. Puis avec ça, on a très peu de temps qui nous reste. On a 5 minutes, donc j'inviterai peut-être les panélistes s'ils ont des questions pour les autres panélistes. I would invite the panelists if they have any questions for each other. Otherwise, we have about 5 minutes for any quick questions. Do any of you have questions for one another? No? Would there be any questions for the panelists before we get to lunchtime? Well, I might have a question for, je vais le poser en français parce que Abe, tantôt tu l'as un peu fait déjà, mais vous êtes tous des vétérans dans l'itinérance, que ce soit politique communautaire, recherche. Qu'est-ce qui vous motive à continuer? Abe l'a nommé tantôt qu'il y a une certaine passion, c'est une reconnaissance de l'urgence, même si on est en prévention, de parler de l'urgence, de continuer à travailler pour cette lutte. Qu'est-ce qui vous motive à faire ce travail? So the question being that, Abe mentioned it a little bit before, there's an urgency to the work that we do here, and nobody really sort of does this by accident. So I'd invite the panelists, if they have a minute, to talk about what motivates to keep doing this work despite its challenges. Because I think also, if we're talking seriously, retaining really qualified people in this work is also very challenging, so any piece of advice is great. Moi, j'ai envie de vous dire que j'ai la cause de l'itinérance tatouée sur le cœur. Je vous raconte une petite anecdote personnelle, mais mon père a acheté des maisons de chambre quand j'avais 2 ans. Puis on avait 15 chambreurs qui restaient dans ces maisons-là. Puis à travers mes 20 premières années de vie, j'ai côtoyé leur réalité. Les enjeux quotidiens qu'ils pouvaient vivre, de toute nature. Et
j'ai une cousine qui parle souvent de son porte-clés, puis qu'elle dit lorsque les gens se retrouvent en situation d'itinérance, c'est toutes ces affiliations-là qui perdent. Hein? C'est comme une clé après l'autre, tous les symboles qui sont retirés du porte-clés, finalement, toutes tes affiliations à ta famille, toutes tes affiliations à ton travail, à tes amis, la reconnaissance que tu peux avoir. Puis, en tout cas, pour moi, ça m'a marqué ce parcours-là depuis mon tout jeune âge, puis j'ai senti le besoin de faire ma contribution. Et j'ai envie de vous dire que c'est un défi quotidien. C'est pas simple, hein, faire reconnaître la question de l'itinérance auprès des partenaires intersectoriels qui n'ont pas d'équipe itinérance, qui n'ont pas de familiarité nécessairement avec, de connaissances au regard des enjeux autour de la question de l'itinérance. Donc, de tenter d'avancer collectivement avec eux, avec tous les défis que ça comporte. Bien, pour moi, c'est pour ça que je me lève le matin, puis j'ai espoir que collectivement, on va y arriver. On le disait tantôt, j'ai fait ma maîtrise sur la collaboration interprofessionnelle. Pour moi, c'est ça le défi, c'est de travailler en équipe, de s'allier. Puis j'ai encore espoir que tout le monde ensemble, on va y arriver. Cécile? Ben, moi aussi, je pense que c'est les jeunes qu'on voit à tous les jours, ou presque, de comprendre leur vie ou de ne pas la comprendre, et de se dire qu'il y a peut-être, comme mes enfants qui avaient le même âge quand j'ai commencé à faire ce travail, peut-être d'autres voies possibles pour eux, avec eux. Puis c'est aussi mes collègues en fait qui sont confrontés à des détresses tous les jours, puis des collègues qui sont là depuis très longtemps. Je pense à Joanne qui est là assise, qui se disait ça me fait tellement plaisir de voir qu'un jour on peut commencer à parler de prévention. Voilà, alors je pense que c'est ça, il ne faut pas lâcher. Et Well, I mean, in terms of motivating me, it's family experience, but other things that motivate me that I think might motivate you as well is, at the risk of dating myself if my hairline doesn't already, in 2006, I think it is, something like that, 06, 07, I was at a conference just a little bit bigger than this at York University. And at the time, they said, we need a national housing strategy. There's folks like Kathy Crow and David Halchansky and Steve Gates were leading that. And it took 12 more years, ish, but we got there, right? And so I think about, Pete's story of people in a room setting a vision and pushing that, and government will take it up. And I think if we set a vision of a comprehensive picture of what will create the right housing environment for all people in Canada, I think we can get there. And it takes a long time, and it takes a mix of expertise in service delivery, expertise in government, expertise in research coming together. But we got it. We got a national housing strategy, and it needs some work. But I think if we continue to work as a sector, have a common voice on it, that we'll get there on this prevention as well. wonderful. So that leaves us on a nice optimistic note right before lunch. Jen, do you have any logistical things or anything else you'd like to tell us? Ça marche-tu? Ouais, okay. So, thank you. That was, this is just fantastic. I think we're having such amazing discussions, and it's great to really think about what's happening here now. So yes, it's lunchtime. C'est le temps de manger. On va pouvoir une pause de 1 heure. Mais j'ai juste quelques instructions. Alors, on va revenir dans une demi-heure. Alors, on a quelqu'un, Alison Smith va venir. On a une conférencier à 12h30. So if you can make sure you're all back for 12:30 for a keynote, you can have your lunch. You can still be eating. That's fine. But if everyone can come back, that would be great. I also wanted to mention that the Department of Equity, Ethics, and Policy, one of the hosts of this, we have a bit of a tradition where our stagiaire that we have an internship program where students are learning to move research to policy. And part of that is presenting their work. And so we always have a bit of a showing of poster presentations of our students. This isn't their poster presentations are not related to homelessness. They're on very different topics. There'll be a few at lunch today and a few at lunch tomorrow. So in the room that's right beside the lunch table,
If you have a chance and you'd like to chat with one of the students, they will be there to share with you. And that's just, but if everyone can come back, si tout le monde peut retourner pour 12:30, ça serait super. Merci. Et bon dîner. Thank you very much to the panelists once again.